Bienvenue à cet épisode de Sevenol qui va essayer de comprendre le concept d'engagement et de participation des jeunes avec l'interrogation aussi de finalement quelle est cette jeunesse aujourd'hui. Donc avec Véronique Borde qui est professeure des universités en sciences de l'éducation et de la formation à Toulouse, à l'Université de Toulouse, au sein de l'unité mixte recherche, éducation, formation, travail et savoir. Alors, Véronique ancre son travail beaucoup dans l'éducation populaire et la socio-ethnographie. Elle nous en parlera. Et voilà, on en parlait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va beaucoup sur le terrain et qui essaye vraiment de rendre sa recherche, de la mettre au service des acteurs. Donc, voilà, plein de belles perspectives pour cette conférence. Et donc, Véronique, je te donne la parole pour que tu te présentes de façon plus complète et introduire ton sujet. Merci en tout cas à toi d'être présente. Merci. Alors, donc je fais de la recherche depuis pas mal d'années maintenant. Je suis à Toulouse depuis 14 ans et je développe beaucoup des travaux de recherche donc, avec cette fameuse approche socio-ethnographique que j'ai développée pendant ma thèse et qui s'appuie aussi sur des travaux de la sociologie américaine, donc sociologie interactionniste, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'aller regarder les interactions et comment dans la société, les interactions entre les personnes vont constituer finalement, vont faire société au bout du compte. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'éducation populaire, la jeunesse, les politiques jeunesse, la mise en place de la jeunesse et des politiques jeunesse. Et du coup, ces thématiques-là m'amènent à travailler les questions d'engagement, de participation, de citoyenneté, d'accompagnement, etc., dont on va un petit peu parler ce soir, en gros. Et puis, j'ai développé un master il y a quelques années qui s'appelle Politique enfance-jeunesse, voilà, qui forme des professionnels en charge, qui vont avoir en charge une aide à la décision politique et la mise en œuvre de processus de concertation pour amener cette aide à la décision politique. Voilà, en gros, je sais pas ce que... Actuellement, je suis sur le terrain, au milieu des gens, pour comprendre le phénomène de l'intérieur. Donc actuellement, je travaille avec des éducateurs spécialisés dans le quartier du Mirail. Et je dis que je traîne sur le terrain. Voilà, c'est ma façon de dire comment je travaille. Et donc, avec les éducateurs spécialisés, on profite du travail de rue, des temps de travail de rue, pour aller au-devant des jeunes qui sont inscrits dans le trafic de stupéfiants et pour essayer de comprendre un peu quels sont leurs parcours, comment ils y sont, comment ils y rentrent, et en même temps, comment les éducateurs spécialisés peuvent faire évoluer leurs pratiques. Voilà. Donc, c'est bon, vous m'entendez bien parce que alors, le bruit que vous entendez au fond, c'est mon chien qui range son jouet, donc je suis désolée. Mais s'il ne range pas son jouet, il nous casse les pieds. Donc, c'est un choix. Donc, j'ai préparé un PowerPoint. Moi, je voulais savoir, vous demander, est-ce que vous souhaitez... J'ai un PowerPoint, je peux le faire sans ou avec PowerPoint. Voilà. Et donc, on s'est dit qu'on allait vous proposer et vous allez nous dire ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez que le PowerPoint soit diffusé? Est-ce que vous préférez que je vous raconte comme ça? Voilà. Qu'est-ce que vous préférez? Bonjour, je pense que comme c'est un épisode qui va être archivé, il pourrait être utile pour les personnes qui le regarderont plus tard. D'accord. C'est une idée. Ok, donc il faut lancer le PowerPoint, du coup. Et Aura, on ne t'entend pas, donc... Oui, pardon, je disais que du coup, je lançais le partage d'écran. Ok, donc peut-être la première diapo, on va peut-être démarrer, voilà, lancer là. Donc, ce que je vous propose, avant de parler d'engagement et de participation, de revenir un petit peu sur la question de la jeunesse et des jeunesses. Donc, un petit retour sur l'histoire de la prise en charge de la jeunesse. Pourquoi? Parce que quand on demande
de prendre en charge des jeunes, de les faire participer, de les engager quand on dit qu'on fait des projets dans lesquels ils doivent être engagés, etc. Tout ça, il faut comprendre d'où ça vient et quel est le lien avec l'histoire de la jeunesse dans la société française. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire et je ne vais pas remonter très loin, puisque je n'ai pas toute la nuit non plus, parce que je peux y passer toute la nuit. Mais je vais vous donner quelques petits temps clés qui vont vous permettre de comprendre la place de l'engagement et de la participation des jeunes aujourd'hui dans la société. Et du coup, ce que ça fait pour vous, parce que vous qui vous interrogez sur l'engagement et la participation des jeunes, des enfants, des personnes, quel que soit l'engagement et la participation, et par quoi c'est tout sous-tendu. Voilà. Donc, c'est important d'avoir un petit peu cette histoire-là. Donc, si on peut passer sur la diapo suivante, on va revenir un petit peu sur cette histoire, donc avec 3 grands temps que j'ai partagés comme ça. On a la jeunesse avant 1973. Alors, je reprends la question de la jeunesse à partir de son existence politique. C'est-à-dire que la jeunesse, c'est un groupe social qui a été reconnu comme groupe social dans les années 50. Pas avant. Avant, c'était juste un rituel, un temps de passage. La jeunesse, c'était quelque chose qui allait très vite. Depuis les années 50, avec la mise en place du secrétariat d'État à l'enseignement professionnel et à la jeunesse, je crois qu'il s'appelait comme ça, l'État dit la jeunesse est un groupe spécifique qui a des besoins spécifiques. Donc, c'est la reconnaissance de la jeunesse. Donc, je pars de là. Et en fait, cette jeunesse, à partir des années 50 jusqu'à les années 73, et 73, le premier choc pétrolier, on est sur une jeunesse en France que l'on repère comme ressource, qui est une jeunesse qui a le droit d'expérimenter, de se tromper, d'accord, qui est l'avenir de la France, on la présente comme ça, qui a la possibilité de faire progressivement avec l'ouverture scolaire, de faire des études supérieures, mais de prendre le temps. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les jeunes, ils ne vont pas à l'école pour trouver un travail comme aujourd'hui avec la pression, etc. Ils y vont vraiment pour découvrir des savoirs, rentrer dans un métier. Mais bon, à l'époque, avant 73, 2% de chômage. Donc, inutile de vous dire que les jeunes, ils trouvaient un boulot, ça ne leur plaisait pas, ils en changeaient, exactement comme les adultes. Donc, jusqu'en 1973, le premier choc pétrolier, la jeunesse, la société française voit la jeunesse comme une ressource, voilà, pour son avenir. D'accord. Et donc, la jeunesse a le droit de se tromper, etc. À partir de 73, on va rentrer dans une crise économique et en 81, on va assister à un premier grand événement qui, à partir de 82, va changer l'image de la jeunesse en France. Donc, en 81, on a des jeunes dans le quartier des Minguettes qui s'ennuient, c'est l'été. Donc, c'est un quartier populaire, les Minguettes, à côté de Lyon. Ce sont des tours, des bars. Et puis, les jeunes sont souvent ce qu'on appelle les jeunes issus de l'immigration. Et ils sont là, ils ne savent pas quoi faire, ils s'ennuient, il y a du chômage. Ils sont touchés par le chômage. Ils ont souvent été déscolarisés, sans solution, etc. Et ils prennent pour habitude de voler des voitures, de faire des rodéos et de brûler les voitures. Et tout ça sous l'œil des caméras de télévision. Donc, en 81, je vous rappelle, la télévision, il n'y a pas autant de chaînes qu'aujourd'hui, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc, 81, le soir, aux 20h, et on voit des jeunes brûler des voitures. Donc là, on commence à se dire, il y a peut-être un problème avec les jeunes. Alors, pas n'importe quel jeune, hein, les jeunes garçons issus de l'immigration qui brûlent des voitures dans les quartiers populaires, pour le faire vite. Donc, 81, c'est l'arrivée de Mitterrand au pouvoir aussi. Et donc, cette arrivée au pouvoir va déterminer le fait qu'il faut faire quelque chose rapidement. Donc, on va lancer en 82 la politique de la ville, qui est un dispositif interministériel auquel on pense depuis les années 77 et qui va être lancé rapidement avec l'idée derrière de dire il faut s'occuper des jeunes, mais pour s'occuper des jeunes, on va demander au niveau local, donc aux municipalités, de prendre en charge les jeunes. Et on va leur demander de prendre en charge les jeunes pour plus qu'ils brûlent des voitures devant la télé. Donc, en gros, on va lancer un appel. En fait, on va mettre en œuvre des orientations de prise en charge de la jeunesse avec l'idée d'une régulation sociale. Il ne faut plus que les jeunes posent problème. Donc là, on est sur une question de jeunesse dangereuse qu'il faut contenir. Il faut savoir où elle est, etc.
À partir de là, on va avoir, je ne vais pas tout détailler, mais on va avoir différents épisodes de violence urbaine qui vont emmener une société qui va progressivement avoir peur de sa jeunesse. Une fois de plus, les jeunes qu'on voit en situation de brûler des voitures ou de violence urbaine, je rappelle, ce sont des jeunes garçons issus d'immigration dans les quartiers populaires, mais il n'empêche que ça a un effet sur l'ensemble de la jeunesse. Et on se retrouve avec une société progressivement qui va avoir peur de sa jeunesse. Donc, on va avoir plusieurs épisodes d'élections présidentielles qui vont nous montrer comment cette peur de la jeunesse agit. Mais ces dernières années, on se retrouve avec un changement et avec un affichage de la jeunesse, qui ne veut pas dire que ce qui est affiché, on le croit, mais en tout cas un affichage de la jeunesse qui dit que finalement, les jeunes, ce sont des citoyens. Il faut les protéger, c'est une jeunesse fragile. Il faut les accompagner, il faut les aider à faire des projets, il faut qu'ils participent. D'accord ? Et donc, on se retrouve ces dernières années avec une injonction à la participation. Donc, cette injonction à la participation, elle avait touché en 82, avec la mise en place de la politique de la ville, les habitants, les quartiers populaires, pas les jeunes, spécifiquement les habitants, avec la demande faite aux habitants de participer. Et là, ces dernières années, on voit arriver cette injonction à la participation, c'est-à-dire qu'on demande aux jeunes de participer à des projets, etc. D'accord ? Donc, on est finalement dans une participation sous injonction. Donc, je veux bien qu'on change de diapo. Merci. Du coup, à partir de là, bon, j'ai posé un peu le cadre. Si vous avez des questions, vous me poserez parce que j'étais un peu rapide sur la jeunesse en France. Mais à partir de là, la question qui émerge, c'est comment engager, participer, faire participer. Donc, au début, on disait il faut faire participer les jeunes. Maintenant, dans les propos que l'on entend, on entend surtout les jeunes sont engagés. D'accord ? Donc, du coup, ce que je vous propose là, c'est d'essayer de faire la différence entre c'est quoi l'engagement, c'est quoi la participation. D'accord ? Parce que ce n'est pas la même chose. Voilà. Et on a tendance à les mélanger et essayer de voir un petit peu ce qu'on peut en tirer. Voilà. Donc, l'engagement, c'est quelque chose qui fait partie de notre société depuis toujours. Autrefois, on était dans une société plutôt du collectif où l'engagement faisait partie de la vie, c'est-à-dire que souvent, dès qu'on rentrait dans le milieu du travail, mais même avant, on s'engageait dans le syndicat, on s'engageait dans des syndicats, dans des organisations institutionnalisées, d'accord ? Et on défendait des idées et on s'engageait à vie. On avait un engagement, ce que Yon appelle un engagement à vie, c'est-à-dire que quand on commençait à rentrer dans un parti politique, on défendait cet engagement-là plus particulièrement. Et puis la société a évolué, le collectif est passé au second plan. Avec la crise, on a basculé vers une société de l'individu et avec un désengagement, ce qui est dit comme désengagement, ou plutôt, moi je dirais, c'est pas un désengagement, c'est d'autres formes d'engagement, d'accord, qui correspondent plus du tout à ce qu'on avait l'habitude de voir, qui était de l'engagement pour le collectif, mais qui devient un engagement souvent sous injonction, je vous l'ai déjà dit, mais surtout un engagement individuel, d'accord ? Donc, l'évolution de la société française va faire changer les formes d'engagement. Donc, comment on peut définir engagement et participation ? Donc, sur la diapo suivante, je vais vous expliquer un petit peu les définitions de l'engagement. Alors, l'engagement, du point de vue sociologique, des chercheurs, des sociologues ont montré que l'engagement, c'était un mécanisme social. Donc, moi, je m'appuie plutôt sur les sociologues que je mobilise, qui sont les sociologues interactionnistes. Donc, on appelle ça les sociologues de l'école de Chicago. Eux, ils ont mis en avant des notions de trajectoire et de carrière. Donc, ce qui va permettre, quand on parle de trajectoire et de carrière dans l'engagement, on va aller regarder, on va s'intéresser, non pas au fait qu'on soit engagé, mais plutôt au processus qui fait qu'on va s'engager, d'accord ? Et comment ce processus s'inscrit dans un contexte, d'accord ? Donc, plutôt que de dire « il est engagé », on va se dire « qu'est-ce qui fait engagement ?» et quel est le processus d'engagement. Donc, pour pouvoir étudier ce processus d'engagement, on va s'appuyer sur ces notions de carrière et de trajectoire, d'accord, qui vont nous permettre de regarder finalement l'évolution des jeunes, si on prend l'exemple des jeunes, quand ils s'engagent, comment ils rentrent dans un processus,
comment ce processus va changer leur comportement et comment ce processus va changer des perspectives pour chacun d'entre nous. D'accord? Donc, en gros, l'engagement, ce n'est pas un fait, je suis engagée là, c'est bien. Ce n'est pas ça qui est intéressant dans l'engagement. Dans l'engagement, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui se passe finalement, comment on chemine dans cet engagement et qu'est-ce qui fait que à la fin, il y a du changement, il y a de l'évolution et que l'individu change. Donc, ce qui est intéressant aussi dans ces modèles-là, c'est qu'on va aller regarder, on va s'intéresser aux motifs et aux motivations des individus. Plutôt que de dire les jeunes sont engagés, on va aller leur demander pourquoi ils sont engagés, qu'est-ce qui fait qu'ils s'engagent, pourquoi ils s'engagent, etc. Plutôt que de leur dire venez vous engager, on va leur dire pourquoi vous vous engagez et pourquoi vous voulez vous engager. Donc, on va leur permettre d'exprimer une justification des actions qu'ils vont mettre en œuvre, d'accord? Et cette justification, elle va avoir un effet, elle va accompagner les constructions identitaires, d'accord? Donc, parce que les jeunes, si on dit aux jeunes, venez, vous êtes engagés, ce n'est pas la même chose que de leur demander pourquoi vous voulez vous engager. Et pourquoi vous voulez vous engager, ça met en jeu, finalement, la question du changement de comportement, de l'évolution de la personne. Et donc, ça met en jeu des effets sur les constructions identitaires. Cela dit, ce processus d'engagement, il est complexe à observer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne s'engagent plus à vie, comme on s'engageait autrefois, mais ils vont s'engager dans plein de processus différents. D'accord? Donc, on va se retrouver avec des engagements multiples, d'accord, qui vont emmener les jeunes à s'inscrire dans ce qu'on appelle les sous-mondes, c'est-à-dire des espaces dans lesquels ils vont produire de l'engagement, et puis dans un autre espace, ils vont produire un autre engagement. Et ces espaces, quelquefois, ils vont s'entrechoquer. Alors, quelquefois, ils vont se traverser, ça va aller ensemble, on va dire, et quelquefois, ils vont s'entrechoquer, et ça va poser problème, justement, sur l'engagement, et ça peut produire du désengagement. Je peux vous donner un exemple rapide. Par exemple, un jeune qui va s'engager, qui est sportif, voilà, qui fait du sport, qui fait du foot, parce que c'est la Coupe du Monde, alors on va prendre cet exemple-là, donc qui fait du foot dans un club. Il est engagé dans son club, c'est-à-dire il ne vient pas juste faire du foot, mais il s'occupe aussi d'organiser des événements, des rencontres, etc. Et à côté de ça, ce même jeune est engagé au sein de sa municipalité dans un conseil consultatif de la jeunesse. Et dans ce conseil consultatif de la jeunesse, on demande aux jeunes de travailler, de faire des choix, d'apporter de l'aide à la décision politique, on va le dire comme ça, auprès des élus, pour faire des choix sur quel sport va bénéficier d'aide pour développer, des installations. C'est un exemple. Le jeune va se retrouver au cœur d'un problème ça va être un problème éthique qui va lui être posé, puisque d'un côté, on va lui demander de choisir, et de l'autre, il va défendre le foot. Donc, comment, dans ces cas-là, quand on est engagé dans deux sous-mondes qui s'opposent, comment on arrive à tenir l'engagement? Et ce genre de choses produit du désengagement. Donc vous voyez que étudier l'engagement, étudier ce processus-là, ça peut être complexe. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention sur l'engagement, c'est le sens de l'engagement. À quoi sert l'engagement? Donc, quand on se pose la question de l'engagement des jeunes, à quoi ça sert? Pour faire quoi? Donc, est-ce que c'est un processus qui mène à l'intégration de la société des adultes? D'accord? Donc, en gros, le processus de l'engagement, il va servir à socialiser les jeunes pour les mettre exactement dans la société qui les attend, qui a été pensée par d'autres pour eux. Voilà. Ou est-ce que les processus d'engagement doivent pouvoir permettre de faire évoluer la société, donc de donner une place aux jeunes qui va leur permettre de faire bouger les choses. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir sur la suite de mon intervention. Donc, derrière tout ça, on a la question de la place des jeunes, on a la question de la socialisation. Est-ce qu'on est sur une socialisation intergénérationnelle, voire intragénérationnelle, mais qui ne change pas la société, ou est-ce qu'on est dans une socialisation, dans un processus de socialisation dans lequel les jeunes vont pouvoir dire nous, on veut changer des choses. D'accord? Donc, derrière ça, derrière les processus d'engagement, il y a la question du projet de société.
Donc, c'est étudier l'engagement des jeunes, accompagner les jeunes à s'engager, c'est une action très politique, en fait. Donc, l'engagement, on a vu, on va voir sur la suivante, la participation. Donc, si l'engagement est un processus, la participation, on va le voir plutôt de l'ordre de l'action. D'accord? Donc, engagement, processus, ça demande du temps. D'accord? Donc, un engagement, ce n'est pas sur du court terme qu'on peut le voir, c'est sur du long terme. Souvent, c'est sur plusieurs années, sur certains engagements. La participation, ce sont des actions. D'accord? Donc, on peut avoir différentes formes de participation avec différents objets dans différents contextes. D'accord? Et pour pouvoir faire participer, on peut aussi passer par des espaces ou des actions de concertation. Donc, si on regarde la définition de la participation, je vais vous proposer la définition de la participation du point de vue de la psychologie sociale et la définition de la participation du point de vue de la sociologie. Vous allez voir pourquoi. Donc, en psychologie sociale, la participation, c'est un engagement personnel. D'accord? Donc, on va être dans un groupe, on va s'engager dans un groupe. Donc, vous voyez, la psychologie sociale, elle, et c'est peut-être pour ça qu'on emploie engagement pour participation souvent, elle dit participer, c'est s'engager dans un groupe, mais parce qu'il y a l'effet groupe, d'accord, pour coopérer, faire progresser le fonctionnement du groupe, réaliser des tâches, voilà, d'accord. Pour que l'engagement existe, il faut deux variables pour les psychosociologues. Il faut le sentiment d'avoir du pouvoir, d'influence, d'accord. Donc, c'est ce qu'ils appellent l'empowerment psychologique, c'est-à-dire que quand on s'engage, quand on participe, pour les psychosociologues, ce que l'on va donner dans le groupe, d'accord, on doit pouvoir avoir le sentiment d'avoir un pouvoir d'influence, d'accord, donc de pouvoir agir dans le groupe. Et d'avoir un sentiment de liberté, d'accord, c'est-à-dire un sentiment d'autonomie et d'autodétermination. Donc, pour les psychosociologues, pour participer, il faut avoir un pouvoir d'influence et il faut avoir le sentiment d'être autonome, donc de pouvoir déterminer ce que l'on va devenir. D'accord? Donc ça, c'est important. Ça, c'est côté psychologie sociale. Donc, si vous êtes sur ces côtés-là, quand vous souhaitez faire participer des jeunes, eh ben, posez-vous la question de est-ce qu'ils ont du pouvoir d'influence? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose dans ce dans quoi ils sont engagés? Et est-ce qu'ils ont ce sentiment de liberté? En sociologie, si on continue sur la slide, merci. En sociologie, la participation, elle est proche de l'adhésion. C'est-à-dire qu'on va étudier en sociologie la participation du point de vue de la forme qu'elle prend, le degré, le niveau d'intensité. D'accord ? Donc, on va aller mesurer la participation. Et c'est pour ça que les sociologues ont créé tout un tas d'échelles de la participation. Donc, il y a par exemple l'échelle de Hart, qui est une échelle, je vous donne celle-là, mais il y en a plein. Je crois que c'est celle qui traîne le plus, qui est le plus utilisée, l'échelle de Hart. Donc, c'est une échelle avec des niveaux, et ce qui est assez pratique, puisque chaque niveau définit, dit comment on participe. Et donc, vous allez du niveau 1, et puis vous montez, et plus vous montez, plus vous êtes dans la participation. D'accord ? Donc, ces échelles-là, elles permettent d'avoir une évaluation de la participation dans un projet et tout, assez rapide, puisqu'il suffit de mobiliser les définitions des niveaux. Donc, si on regarde ce concept de participation, c'est un concept qui est ancien, qui revient à la mode régulièrement. Voilà. Et pourquoi ? Parce que ce qu'il porte comme idée, c'est de pouvoir mettre en œuvre un idéal démocratique. D'accord ? C'est l'idée, la participation porte l'idée d'une égalité entre les citoyens. D'accord ? Donc, on fait participer les citoyens, comme ça on les met en situation de pouvoir décider, et donc on promeut, finalement, on est dans un idéal de démocratie, même si on sait très bien que ce n'est pas comme ça toujours que ça se passe et que ce n'est pas si simple. D'accord ? Mais c'est ça qui porte le mot. Donc, c'est pour ça que cette notion de participation, elle revient régulièrement dans la société française. Donc, au début, la participation, il y a dans les années 70, 60, 70, c'était vraiment l'idée d'une perspective progressiste, d'accord ? La participation, c'était participer à des luttes sociales.
défendre l'intérêt collectif, d'accord? Et puis, ces dernières années, on a changé de société et on est passé sur un cadre plus normatif qui renvoie à la responsabilité individuelle, d'accord? L'empowerment, le fameux empowerment que tout le monde utilise et qui, en fait, derrière, pose une orientation néolibérale. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de participation, quand on rentre par la question de l'empowerment, eh ben, c'est de votre faute. C'est la faute de l'individu. Ce n'est pas la faute de l'institution ou ce n'est pas la faute de l'organisation ou de l'État, c'est de votre faute. Donc, on est passé de la participation qui était quelque chose, qui était un outil qui était utilisé pour défendre un collectif, à, eh ben, si vous ne participez pas, c'est de votre faute. Donc, vous venez pas vous plaindre, quoi. Voilà. Donc, derrière cette question de participation, on a la question du pouvoir, qui est fortement posée, et donc, du coup, du partage du pouvoir. Est-ce que quand on fait participer des jeunes, on est prêt à partager notre pouvoir? Ça, c'est une vraie question. Donc, on va continuer. Alors, s'engager, participer, voilà. Donc, en gros, pour résumer ce que je viens de dire, participer, c'est agir, d'accord? Donner son avis, débattre, mettre en place des espaces de conflit autorisés. Alors, c'est quoi un espace de conflit autorisé? C'est un espace dans lequel on va venir débattre en sécurité, c'est-à-dire pouvoir se confronter, c'est-à-dire ne pas être d'accord. On a beaucoup perdu ces espaces de débat. Donc, pouvoir venir se confronter, débattre, venir chacun avec son idée et repartir non pas avec l'idée de l'autre ou la mienne, mais avec une idée qui aura été co-construite à partir de nos différences. D'accord ? Donc, les espaces de conflit autorisés, c'est la possibilité de pouvoir venir s'exprimer, entendre les autres, entendre les différences avec les autres et co-construire ensemble des solutions qui puissent satisfaire tout le monde. C'est ça un espace de conflit autorisé. D'accord ? Donc, participer, c'est pouvoir accéder à des espaces de conflit autorisés. S'engager, ça va être l'inscription que l'on va mettre dans un processus long où on va développer des trajectoires, on va suivre des trajectoires. D'accord ? Il va y avoir des bifurcations, on appelle, c'est-à-dire que, on va s'engager, par exemple, on va s'engager dans la défense de la planète, et puis peut-être qu'à un moment donné, on va avoir une bifurcation et on va s'engager sur autre chose, sur des choses qui vont être connexes ou qui vont être différentes. Il y a même des gens qui produisent des engagements sur, par exemple, la défense de la planète et qui ensuite produisent des engagements sur la défense du nucléaire, par exemple. Des bifurcations comme ça. Mais ce qui est important, c'est que l'engagement, il doit être nourri d'expérimentation. Donc, on doit faire pendant l'engagement. Donc, on doit participer, d'accord ? De réflexion, de participation, donc, qui vont être portées par des valeurs. Et le principe de l'engagement, c'est de pouvoir développer ces valeurs, réinterroger ces valeurs, affiner les valeurs, etc. D'accord ? Donc, en gros, dans un processus, la participation, c'est ce qui va nous emmener de participation en participation, peut-être ou pas, à rentrer dans un processus d'engagement. D'accord ? Donc, on ne peut pas s'engager sans participer. Ce n'est pas possible. Donc, on participe et c'est parce qu'on va participer que peut-être on va avoir envie de s'engager sur un processus du long terme. Les jeunes, des fois, ils me disent, on a participé à l'école, on a fait un projet de sensibilisation sur la défense animale, je dis n'importe quoi. Et ce projet, il nous a emmenés à participer, à mettre en place des choses. Et du coup, ça nous a alertés. Et du coup, on a commencé à participer à d'autres choses. Et on est rentré comme ça. Alors, ils ne me disent pas qu'ils sont rentrés dans un processus d'engagement, mais ils me disent maintenant, au cours de notre vie, on est vraiment sur cette idée-là. On développe vraiment des choses. Et ça va bien au-delà juste qu'un petit projet fait à l'école. Mais c'est parce qu'il y a eu un projet à l'école. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire que tous les jeunes que j'entends, tous les jeunes que j'ai en face de moi, ils me disent, c'est parce qu'à l'école, on nous a mis dans un projet de participation qu'on est rentré dans un processus d'engagement. D'accord ? Donc, l'école, la famille peuvent être des lieux, des espaces, les associations sont des espaces qui peuvent enclencher les processus d'engagement. Donc, si on continue, ça va, j'ai encore un petit peu de temps.
Alors, les freins et les leviers repérés. Donc, les freins et les leviers qu'on peut repérer, et peut-être qu'on en a d'autres, que vous en avez d'autres. En tout cas, ça, ce sont les principaux. Donc, dans les freins, ce qui empêche la participation et l'engagement des jeunes, c'est l'instrumentalisation. C'est-à-dire que les jeunes, ils vont venir, ils vont participer, ils vont s'apercevoir qu'on se sert d'eux. C'est-à-dire que ce qu'ils ont mis en place ou ce qu'ils ont proposé comme projet, eh ben, c'est pas entendu ou bien c'est récupéré par d'autres, etc. Donc, l'instrumentalisation va créer du désengagement ou du réengagement autrement. D'accord ? Ce que nous disent les jeunes aussi, c'est que le manque de temps, c'est-à-dire que, eh ben, par exemple, quand on est en terminale et qu'on a le bac à préparer, eh ben, on n'a pas le temps d'aller participer à des projets et de s'engager dans les processus. Donc, les engagements, souvent, il y a des moments, ce qui nous explique dans leur parcours, c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier les processus et les parcours des jeunes, c'est qu'il y a des moments dans les parcours d'engagement des jeunes, ben, il y a des temps de pause parce que ben, ils ont autre chose à faire et vous savez, la pression scolaire, ce que ça amène, donc nécessité de réussite, etc. Donc, ils mettent entre parenthèses et puis ils y reviennent après. Donc, ce qui est un frein et qui est un levier en même temps, c'est l'intérêt personnel. D'accord ? Donc, l'intérêt personnel, ça peut être un levier, c'est-à-dire qu'on va participer, on va commencer par participer à un projet parce qu'on a été touché, parce qu'il y a quelque chose qui nous y intéresse. Mais cet intérêt personnel, il peut aussi nous amener à nous désengager parce que eh ben, on va se retrouver dans une situation à gérer plusieurs engagements différents et où il va falloir finalement choisir le processus dans lequel on veut rester et aux dépens d'un autre. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure du jeune qui est engagé dans plusieurs processus. D'accord ? Ce qui est un frein aussi, c'est pas de proposition. Les jeunes nous disent souvent, nous, dans nos établissements scolaires ou même dans les associations et tout, on n'a pas de proposition de participation, d'engagement. Ce qu'on nous propose, c'est soit de consommer des activités, mais on ne nous propose pas de faire des projets qui vont nous permettre de participer à des choses qui vont nous engager derrière. D'accord ? Manque de soutien, donc organisationnel et financier. Alors, quelquefois, les jeunes, ils veulent enclencher des projets, mais ça ne suit pas derrière. Voilà. Et puis, quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui nous disent qu'ils sont incompétents. C'est-à-dire qu'ils se sentent incompétents pour pouvoir participer à des projets et s'engager. Donc ça, c'est une question de comment on travaille l'estime de soi avec les jeunes. Donc ça, c'est très important, il ne faut pas l'oublier. Et puis les aléas de la vie, évidemment. La pandémie a eu un rôle vraiment fort sur la participation et l'engagement des jeunes, mais pas que. Les accidents de la vie, etc., font que les aléas de la vie, eh ben, ça joue aussi dans l'engagement des jeunes. Les leviers, qu'est-ce qui fait que les jeunes vont s'engager ? Eh ben, ils nous disent que quand ils sont écoutés et entendus, parce que écouter seulement, ça ne suffit pas, et entendus, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui va les accompagner, voilà, faire en sorte de pouvoir les aider à développer leurs idées. Voilà. Donc l'intérêt personnel, je n'y reviens pas. Être accompagné, c'est très important. Sensibiliser. C'est parce qu'on va sensibiliser des jeunes qu'ils vont accepter de participer puis de s'engager. D'accord ? Ce qui est important aussi, c'est la possibilité d'expérimenter. Si c'est quelque chose qui est complètement théorique, ça ne les intéresse pas. Ils veulent pouvoir expérimenter. Expérimenter, ça veut dire se tromper, avoir le droit de se tromper et avoir le droit de comprendre pourquoi on s'est trompé, de recommencer, etc. Et puis, ce qui est un levier pour la participation et l'engagement, clairement, c'est comment, grâce à des projets, les jeunes peuvent se projeter dans l'avenir, voilà, et peuvent se projeter aussi dans un avenir professionnel. Donc, les engagements des jeunes aujourd'hui, quand on regarde un petit peu, quand on fait des typologies de jeunes engagés, on voit bien qu'il y a des jeunes qui stratégiquement participent à des projets et s'engagent dans des processus parce qu'ils ont une visée professionnalisante derrière, ce qui peut être bien aussi. Enfin, je dis pas que c'est négatif. Donc, ce que disent les jeunes, c'est que l'espace scolaire est hyper important pour commencer à être sensibilisé au fait qu'on peut participer à des projets qui peuvent nous engager dans des processus qui vont nous accompagner ensuite sur plusieurs mois.
Si on continue. Donc, les jeunes s'engagent, participent, s'engagent. Pourquoi? Injonction ou construction. Donc, l'idée là, c'est de se dire à quoi sert. Parce que, indépendamment du fait qu'on dit aux jeunes, il faut vous engager, il faut participer, vous engager. Moi, je dis toujours aux élus, quand ils me disent, il faut que les jeunes participent, il faut qu'ils s'engagent. Donc, la première chose que je fais, c'est que je leur pose la question, je leur dis, et vous-même, vous participez, vous êtes engagé dans quoi? Donc voilà, c'est comment, qu'est-ce qui fait que derrière, on veut faire participer et engager les jeunes? C'est une vraie question. Donc, pour éviter l'écueil de l'instrumentalisation des publics, c'est-à-dire comment on prend des jeunes, on les met dans des espaces, on leur dit qu'ils participent et qu'ils sont donc engagés, mais que finalement, on prend absolument pas cas de ce qu'ils nous disent, d'accord? Eh ben, il va falloir accompagner finalement ces processus d'engagement et accompagner à trouver du sens à cet engagement. Et donc, les professionnels en amont, ou les adultes, ou enfin, les personnes, ou les citoyens, ou les jeunes qui accompagnent d'autres jeunes, d'accord, eh ben, ils ont une action à mener. Donc, pour pouvoir comprendre interroger la place de l'engagement au sein des espaces institutionnalisés, je vous propose 4 niveaux de conscientisation. Moi, j'aime bien travailler avec ça parce que c'est un outil qui permet de voir un peu où on en est et ce qu'on veut faire avec des jeunes. Donc, c'est Humber qui a travaillé ces 4 niveaux de conscientisation. Je ne sais pas si vous les connaissez. Donc, le premier niveau, c'est la conscience soumise. Donc, vous savez, c'est quand vous avez un sentiment d'impuissance face à un constat, voilà, une situation. Donc, vous voyez bien qu'il y a une situation qui ne vous convient pas, mais vous avez ce sentiment d'impuissance. Donc là, vous n'êtes même pas dans la participation ou l'engagement. Hein. Vous êtes dans une première prise de conscience, mais vous ne savez pas comment faire. Le deuxième niveau de conscience, c'est la conscience précritique. Donc, c'est quand on va commencer à discuter, à dire, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, à mettre des mots, finalement, sur les questions de rapports sociaux, sur les questions qui nous intéressent. Donc là, le deuxième niveau de conscience précritique, on pourrait dire que c'est peut-être un niveau où les jeunes vont pouvoir être accompagnés ou vont pouvoir être sollicités dans le cadre scolaire ou dans un cadre associatif ou dans la famille, où on va commencer à les aider à mettre des mots, sur comment ils se situent, eux, dans cette société et ce qui leur pose problème, comment on peut le mettre en mots. Le troisième niveau, c'est la conscience critique intégratrice qui nous pousse à vouloir faire, bouger les choses, bien sûr, agir, participer. Donc, ce niveau-là, normalement, on veut participer. Donc, on est prêt à participer, mais attention, peut-être que ce niveau, on n'est pas encore prêt à s'engager, parce que quand on participe, on n'est quand même pas prêt à tout remettre en cause. D'accord? Par exemple, participer en disant, moi par exemple, je dis, bon, comme tout le monde, il faut faire attention à la planète, on est dans une situation difficile, etc. Mais est-ce que je suis prête à renoncer à prendre l'avion quand je vais à Paris et que je fais l'aller-retour dans la journée? Voilà. Ça, c'est une vraie question. Donc ça, c'est un niveau où on commence à prendre conscience, où on peut commencer à rentrer dans de la participation, mais où le processus d'engagement n'est pas encore complètement enclenché, on va dire comme ça. Le quatrième niveau, c'est la conscience critique libératrice qui nous fait prendre conscience qu'il faut agir. Donc, on a agi, il faut continuer, d'accord? Ça ne suffit pas de participer. Maintenant, il faut s'engager. Donc, il faut aller plus loin, il faut rentrer dans un processus et il faut mettre en lien toutes les actions que l'on peut. Il faut donner du sens à nos actions. C'est-à-dire, participer sur des petits bouts ne suffit plus. Maintenant, c'est comment on rentre finalement dans ce processus d'engagement. Et donc, comment on travaille collectivement pour essayer de changer le cadre. Donc, vous voyez, ces 4 niveaux, moi, je les trouve intéressants parce qu'ils permettent de voir à quel moment on participe pas et à quel moment on peut enclencher un processus d'engagement. Donc, diapo suivante. Donc, je ne sais pas si c'est la dernière, je ne me rappelle plus. Donc, oui, du coup,
pour tout ça, eh ben, je vous parle d'accompagnement depuis tout à l'heure. Donc, accompagner, hein, ça veut dire quoi? J'en profite. Donc, l'accompagnement, c'est un mot qui n'est pas encore stabilisé, d'accord, dans ses usages. Donc, il y a plusieurs définitions possibles pour travailler l'accompagnement. Moi, je vais vous proposer la notion de compagnonnage parce que je trouve que je regardais les questions après parce que ça me perturbe. Je trouve que le compagnonnage, ça rentre bien dans la notion d'accompagnement éducatif. Donc, le compagnonnage, c'est quoi? C'est apprendre, pratiquer, transmettre. Donc, l'idée, c'est d'avoir une relation avec l'autre, les compagnons. Et les compagnons peuvent être les pairs. Donc, c'est ça qui est intéressant par rapport aux jeunes. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une relation uniquement adulte-enfant, d'accord? Mais on est bien dans une relation où les deux personnes ont des statuts qui sont peut-être différents, mais vont effacer ces différences et fonctionner ensemble. Donc, on est bien dans l'idée de cheminer, d'accord? Donc, vous voyez les 4 grandes idées là, autour de l'accompagnement. Donc, cheminer, ça veut dire que quand on accompagne quelqu'un, on va rentrer dans un processus, d'accord? Et on va cheminer, et puis on va échanger, discuter. On ne va pas dire il y en a un qui sait, l'autre qui ne sait pas. On va dire, bah, tiens, il y en a un qui sait, l'autre qui sait, mais on ne sait pas forcément les mêmes choses. Et comment on peut échanger, discuter, avancer, cheminer, d'accord? Donc, impliquer les deux personnes dans le cheminement, c'est-à-dire il n'y en a pas une qui tire ou qui pousse l'autre. Et l'idée, ça va être de dire, on va prendre un temps, on va cheminer, puis à un moment donné, on va laisser la personne partir vers son autonomie, c'est vers l'autonomie. Donc, l'idée de l'accompagnement et du compagnonnage, c'est cheminer, marcher à la même hauteur et à un moment donné, laisser la personne partir. Voilà. Et l'accompagnement, c'est permettre à la personne ensuite d'être autonome. Et le compagnonnage, c'est vraiment l'idée d'échange, échange de pratiques, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et donc sur l'idée je crois que c'est là que c'est ma dernière diapo, je ne sais plus où j'en suis. Donc, quand on regarde un peu ce qui se passe ou ce qui se dit dans la société, on voit bien que l'engagement, la participation, l'accompagnement, souvent, on nous le pose comme une injonction. D'accord ? Donc, on va nous dire, on a besoin de résultats, qu'on puisse évaluer, d'accord, et qu'on puisse produire, voilà, et qui vont servir à appuyer les orientations politiques, d'accord. Donc, quand des jeunes participent, par exemple, moi, quand je travaille avec des élus, quand les jeunes participent à un projet, ils créent un projet, ils créent des outils, etc., ça se voit, d'accord, et ça peut être utilisé, montré, etc. Quand un jeune s'engage dans un processus d'engagement, ça ne se voit pas, d'accord? Ça se voit par des choses, mais ce n'est pas affichable, enfin, ça ne s'affiche pas de la même façon. Donc, souvent, on est sous une injonction d'évaluation. Donc, on préfère que les gens participent, c'est-à-dire, on préfère que les gens démultiplient les projets, d'accord? Même si ça n'a pas de sens, mais au moins, on peut les évaluer et on peut montrer qu'on a fait quelque chose, d'accord? Donc, l'idée du projet, souvent, ça devient un instrument d'action publique, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que ça devient, au lieu d'être une fin, en fait, au lieu que le projet vienne servir la réflexion, on va avoir un projet et on va réfléchir après de ce qu'on va mettre dedans. Donc, le fait de nous dire, il faut faire des projets, il faut engager, il faut faire participer les jeunes, il faut engager les jeunes, etc., ça va amener très souvent l'idée qu'il faut faire des projets, on met en place des projets et on réfléchit après à ce qu'on fait. Or, l'idée là, c'est de dire, on a une idée, on a envie de faire quelque chose, on a envie de participer, on a envie de développer des choses. Quels sont les outils qui sont à notre disposition? Et le projet, ça peut être un outil, mais il y a peut-être d'autres choses. Et du coup, tout ça nous amène à la question de la place des jeunes dans la société. Donc, moi, je le travaille à 3 niveaux, donc, mais c'est quelque chose que je réfléchis encore. Hein. Là, je vous livre, hein, je suis... Donc, moi, je regarde la place choisie, la place dédiée, la place attribuée. Je l'ai travaillé comme ça à partir de mes données de terrain. Donc, l'idée, ça va être de savoir qu'est-ce qui relève du choix. D'accord ? Place choisie, c'est la liberté. C'est comment on accompagne les jeunes
à choisir leur place, c'est-à-dire comment on les met pas dans comment on leur met pas dans des injonctions de participation, des injonctions d'engagement pour pouvoir faire ce que les adultes ont décidé finalement. Donc, comment on les laisse choisir, comment on les accompagne, comment on les écoute, voilà. Comment on chemine avec eux. Il y a la question du dédié qui est imposée comme une évidence. Parce que vous êtes une fille, vous allez faire des projets de filles, et parce que vous êtes un garçon, vous allez faire des projets de garçons. C'est quelque chose d'évident. Voilà. Donc, mon exemple est un peu tranché, mais bon, au moins c'est parlant. Et la place attribuée, c'est celle qu'on va vous accorder, hein, bien gentiment, mais d'autres décident pour vous. C'est-à-dire que dans un projet, par exemple, on va accorder une place aux jeunes, hein, mais qui sera peut-être une place qu'ils n'auraient pas voulu occuper ou ils auraient bien voulu faire autre chose dans ce projet. Donc souvent, dans les projets, les jeunes, ils sont bénéficiaires, hein, plutôt qu'acteurs. Et du coup, la question de la place, elle est vraiment importante puisque prendre place, ça va permettre de participer au projet de la communauté, de participer au projet de société, d'accord ? Du coup, faire place, c'est comment on accompagne ce processus, comment on laisse d'autres personnes prendre place, comment finalement on arrête de considérer les jeunes comme des jeunes, mais on commence à les penser comme des citoyens. Et du coup, quand on parle à des citoyens, c'est comment on leur donne l'autorisation de pouvoir agir pour changer la société. Donc, faire participer des jeunes ou faciliter la participation des jeunes, faciliter les processus d'engagement, à quoi ça sert? C'est peut-être la question que je vous pose là. Et est-ce que ça sert à reproduire? Est-ce que ça sert à faire évoluer la société? Mais si ça sert à faire évoluer la société, est-ce qu'on est prêt à laisser du pouvoir aux jeunes? C'est la vraie question qu'il faut se poser quand on a décidé de faire participer des jeunes. Voilà. Je crois que j'ai fini là, mais... Oui, tu as fini voilà. Je crois que j'ai tenu le temps. Partage. Merci. Il est 5h moins 5, mais on a commencé le temps qu'on commence. Voilà, super. C'était Bon, ça va, c'est à peu près bien. à 3 en retard. Ouais, super. Merci beaucoup.